sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Le public est en délire. Le public est comme fou. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Bel et Bien Ensemble, c'est votre rendez-vous bien-être sur France 2. Il porte magnifiquement bien son nom. Et tous les jours, je suis accompagnée de deux personnes qui vous aident à accéder à ce bien-être. Sarah Cadour et Arnaud Loquet. Mes deux acolytes. On aime bien dire le mot acolyte à la télévision. Parce que moi, j'avais flingué le dos. Oui, oh, écoutez, oui, si vous étiez dans Télématin tout à l'heure, vous avez vu que j'ai fait un petit massage à Arnaud. Bah, je recommande. Vous avez récupéré l'énergie. Complètement. Vous avez l'air au bout du roule. C'est moi, vraiment? Bon, aujourd'hui, notre dossier du jour. Pourquoi les médecines douces sont-elles les alliés de notre bien-être? Hypnose, par exemple, pour apaiser la douleur. Acupuncture, pour soulager les tensions. Méditation, pour mieux gérer le stress. Ces médecines douces, elles sont devenues complémentaires aux soins médicaux et de plus en plus de Français se tournent vers ces approches alternatives pour tout simplement mieux vivre au quotidien. Et on en parle ce matin avec le programme du jour, direction la montagne à la découverte du yoga du froid. Respiration, immersion, dépassement de soi. Alors ici, on affronte le froid pour réveiller la chaleur intérieure et renforcer son bien-être physique et mental. Eliane Tang est médecin et acupunctrice. On va voir avec elle le pouvoir fascinant des aiguilles sur le traitement de nos bobos comme de nos douleurs chroniques. Alors attention, ça va piquer, mais c'est pour la bonne cause. Et puis ça fait pas mal du tout. Et puis Sarah, vous nous faites voyager avec un tour du monde des médecines douces. Là, vous allez être dépaysés, vous allez voir. Elle a sa lunette, elle a ses jumelles, elle est très équipée, elle a son chapeau. Et puis Stan Gusman viendra nous parler de ce sujet de façon très déculpabilisante et va nous faire un bien fou. Ce sera dans quelques instants. Alors, pour comprendre les bienfaits de ces médecines complémentaires sur notre corps et sur notre mental, on accueille tout de suite le docteur Adrien Chaboch. Adrien Chaboch, merci d'être avec nous dans Bel et Bien Ensemble. On parle souvent des médecines alternatives. Finalement, est-ce que les médecines douces sont devenues un complément indispensable à la médecine conventionnelle? Ce sont les usagers qui le disent. 7 Français sur 10 ont déjà eu recours à une technique non médicamenteuse et la moitié, 50%, l'utilisent régulièrement. Oui, donc c'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien. Mais tout va dépendre du cadre et de la sécurité. Il faut lutter contre le charlatanisme et faire de ces pratiques l'alliance de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire la complémentarité et pas alternatif. Oui, idéalement, on aimerait que vous, médecins généralistes, vous travailliez main dans la main avec ces personnes qui pratiquent donc les médecines douces. Sarah, vous avez interrogé les Français à ce sujet. Pratiquent-ils la médecine douce, mon chou? Alors, j'ai pas fait que les interroger, je les ai soignés avec mes mains. Ah oui, vous allez voir. c'est ça. Oui. Ouais. J'ai un don de magnétisme. Super. Tu sens la chaleur quand je fais ça? Ouais. Ah bon? Ouais, c'est la vessie. Ouais, je vais la soulager parce que là, on risque l'incontinence. Ah ouais? Chat! Elle a repris des couleurs. Bien sûr, grâce à moi. Elle a repris des couleurs. Dans le public avec nous, c'est Nadine. Bonjour. Je suis très content parce que j'ai pu discuter un peu avec vous avant l'émission et vous disiez que vous, les médecines complémentaires, ça vous avait sauvé quelque part. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes si vous êtes devant votre télé. Ça a accompagné des étapes de votre vie. La grossesse, ensuite vous avez connu une maladie et vous disiez que ça a fini par prendre la place des médicaments à une certaine étape. Et quand je dis que ça va toucher tout le monde, il y a aussi eu une rupture. Et vous nous dites que l'hypnose, notamment, vous a aidé. Donc, vous avez parlé à certains moments, vous disiez que ça avait eu des effets, vous avez utilisé le mot hallucinant. Donc, on a hâte que vous nous en parliez. Oui, alors là, pour le coup, on a vraiment hâte avec le mot hallucinant dedans. Merci en tout cas, Nadine, d'être avec nous. Et puis, si vous aussi voulez nous rejoindre, partager vos histoires, pour ça, vous avez les réseaux sociaux de l'émission. Vous nous envoyez un message et puis on vous répond, bien sûr. Sarah, je vous laisse vous installer auprès de Nadine. Et on va parler de ces pratiques ancestrales, lesquelles nous font du bien. Est-ce qu'elles sont réservées aux initiés ou est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Quels bienfaits concrets est-ce qu'on peut en attendre? C'est le moment de répondre aux questions que tout le monde se pose.
Ah, Sarah, j'ai l'impression que ça va aller mieux, hein, notre public, grâce à vous. En patientèle. Là, Oui. on a une cataracte avancée. Voilà, je vous expliquerai. On va voir ce qu'en pensent les Français. On va en discuter. Est-ce que vous croyez à la médecine douce? Donc oui, je crois aux nouvelles formes de médecine, effectivement, et notamment les médecines douces. Oui, complètement. Parce que j'en ai testé plusieurs et que sur moi, ça a toujours très bien marché. Oui, et l'acupuncture, en fait, ça touche des zones qui sont douloureuses et du coup, ça libère des hormones. Ça peut éviter de prendre des médicaments qui soulagent. Est-ce que vous avez déjà testé la médecine douce et pourquoi? L'hypnose, je pratique la méditation, la réflexologie. J'ai testé hypnose et j'ai fait de la sophrologie. Parce que j'avais des phobies, des gros stress qui vraiment m'empêchaient de vivre énormément. Et ça a extrêmement bien marché sur moi. On va faire une petite séance de home. Ça fonctionne direct. Oui, C'est vrai. oui, c'est vrai. Alors moi j'ai une petite technique naturelle et gratos, c'est de souffler les mauvaises ondes qu'on a en soi. Ça, tu peux pas me les redonner un fois, par contre. C'est vrai que je vous les redonne là depuis tout à l'heure. Rendez-les-moi. On les prend, mais on les jette un pas vers là, Et on les vers jette. personne. Hop. Voilà. Ah non, m'envoyez pas vos mauvaises ondes, Sarah, je vous en supplie, parce qu'elle a des pouvoirs magiques, hein, Sarah Cadour. Faites très attention dans le public, vaut mieux être son amie. Merci beaucoup, Sarah. Merci aussi à ceux qui vous répondent, qui prennent de leur temps, très long, pour ce faire. Nadine, alors, on l'a dit tout à l'heure avec Arnaud, vous avez testé plusieurs médecines douces, vous, notamment quand vous étiez enceinte, et vous dites que vous avez été bluffée par les résultats. Vous pouvez nous raconter ? Alors, il est vrai que pour ma grossesse, j'ai couplé l'acupuncture, également la sophrologie, parce que je suivais un traitement vraiment très lourd, très stressant, et ça m'a aidé à Vous me étiez dans un calmer. parcours de PMA ? Exactement. Mhm. Et donc, ça m'a aidé à tomber enceinte. Alors, donc, ça vous a aidé à tomber enceinte. Et ça, on ne sait pas trop si c'est le parcours PMA quand même ou si c'est la médecine douce. Mais vous êtes intimement persuadé que c'est ça qui vous a aidé. Oui, parce qu'en fait, je suis tombée enceinte naturellement. Le programme PMA était vraiment génial, hein, je ne dis pas Mm. le contraire. Mais Ah oui, ça- après, vous avez arrêté et vous avez remplacé Exact- par la médecine douce. D'accord. Exactement. Et alors ensuite, vous n'êtes pas arrêté là, vous en servez régulièrement. À quelle occasion, par exemple ? Alors, il y a eu plusieurs occasions dans le sens où il y a d'abord ma séparation qui était quand même très compliquée. Du coup, j'ai utilisé l'hypnose. Il y a également une perte de poids, puisque plus jeune, j'étais obèse. J'ai également utilisé l'hypnose, ça m'a aidée. Et également d'autres moments de ma vie qui ne sont pas forcément simples. Et l'hypnose a été vraiment magique pour moi. Donc pour vous, c'est une béquille en fait. Hein. Dans tous les Carrément. coups durs de votre vie, Oui. c'est le premier réflexe que vous avez, c'est de vous tourner vers ces médecines-là. Vous, docteur Chaboch, on le disait tout à l'heure, vous êtes médecin généraliste, mais vous êtes aussi hypnothérapeute. Donc vous pratiquez l'hypnose avec vos patients quand c'est nécessaire. Elle a longtemps été perçue comme très mystérieuse, voire un peu ésotérique, cette hypnothérapie. Comment est-ce que vous l'intégrez aujourd'hui dans un parcours de soins ? À quoi elle sert en fait ? Oui, je pense que ce qui est important, c'est de démystifier. Il y a toujours eu un folklore de l'hypnose associé à l'hypnose médicale, scientifique. Et dans la complémentarité, ce qui était très touchant dans ce que vous avez dit, Nadine. Alors, comment ça s'inscrit ? Déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'hypnose scientifiquement. C'est une technique utilisée par un professionnel de santé qui va induire par une méthode de communication spécifique, c'est ce qu'on apprend quand on se forme à l'hypnose, ça va induire un état neurologique de transe et un état qui est disponible chez tout le monde, qui est accessible pour tous. Et cet état va nous permettre de solliciter des ressources en nous. Donc du coup, on va pouvoir l'utiliser dans 3 grands cadres. La douleur aiguë, donc par exemple, ça peut être pour un accouchement, pour une chirurgie. Certaines chirurgies, on peut le faire sans anesthésie avec l'hypnose. Pas toutes, évidemment, c'est pas magique. La douleur chronique, très important, c'est quand même 20 millions de Français, la douleur chronique. Et puis, dans tout le champ des thérapies. Les angoisses, le stress, la prise de parole en public, les phobies, et ainsi de suite, entre les mains d'un professionnel, un thérapeute formé. Oui, c'est ça. On confond un peu l'hypnose de Mesmer et l'hypnose pratiquée par vous. Moi, si je devais résumer, mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que l'hypnose mobilise tous nos sens pour ne laisser que finalement ce qui reste de
totalement sans filtre derrière. Est-ce que si je résume, c'est ça? Il y a quelque chose qui s'exprime bien dans ce que vous avez dit, Nadine, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience sensorielle. C'est-à-dire que dans notre culture, on est très mental, très vers le haut. On va redescendre un peu dans On coupe le l'entièreté. mental, en fait, avec l'hypnose. On va l'intégrer, parce qu'en état d'hypnose, on a conscience, on se souvient des choses, on ne perd pas le contrôle. Ça, c'est une idée qu'on a, mais pas du tout. On reprend le contrôle. On est dans un état de relaxation, parce que ça agit directement sur notre système nerveux, sans avoir besoin de se dire qu'on se détend. Donc c'est naturel et automatique. Et il y a des ressources thérapeutiques qui sont disponibles, qui vont être, je dirais, actionnées par le thérapeute à un but de soin. Ça. Alors, qu'est-ce qu'elle améliore, l'hypnose? Parce qu'on a bien compris que ça nous relaxait, mais sinon... Qu'est-ce que ça peut améliorer? On va avoir l'observation de la modulation de notre système nerveux, très précisément la baisse du cortisol, l'hormone du stress, la régulation du système parasympathique, donc baisse de la tension artérielle, régulation de la fréquence cardiaque, détente musculaire. Et puis dans notre tête, ça va aller solliciter des ressources nouvelles et créatrices. Et finalement, dans cette utilisation de l'hypnose, ce qui est fantastique, c'est que c'est toujours le patient qui trouve la bonne solution et jamais moi qui l'impose. Oui, c'est ça. En fait, vous guidez le patient pour trouver sa propre solution, son propre mode d'emploi, lui-même ou elle-même, comme Nadine. Alors, il y a beaucoup de gens sceptiques. Vous disiez, quand, par exemple, Mesmer, je me souviens, un jour, je l'avais eu dans une émission et il avait dit, bon, il faut que je vois si tu as accès à l'hypnose, à l'état hypnotique. Mais vous dites que même quand on est sceptique, ça marche quand même, ça marche pour tout le monde. Oui, il faut se déculpabiliser. Ça marche pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on va simplement induire un état qui est déjà disponible en vous. Quand, par exemple, vous êtes plongé dans un livre, c'est une forme d'absorption qui relève de la transe. L'hypnose, on va décupler ça. Alors, je ne vais pas me faire des amis, mais doublement, le spectacle, c'est pas de l'hypnose, c'est d'autres techniques, mais ce n'est pas de l'hypnose. Et puis, on dit souvent, oui, il n'y a que 80% de la population qui peut être accessible à l'hypnose. Non, pas du tout. En fait, c'est que pour un praticien, il a 20% d'échec. Mais je vous assure que vous pouvez tous et toutes faire de l'hypnose. Voilà, et on peut apprendre à utiliser l'hypnose comme un outil au quotidien. Par exemple, est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Ça, c'est une question subtile. Est-ce que si, par exemple, je vais sur Internet, je vais sur une grande plateforme de vidéos et je regarde un tutoriel et j'ai jamais fait de technique complémentaire non médicamenteuse, est-ce que je vais savoir le faire? Pas plus que si vous regardiez une vidéo pour apprendre à faire du vélo, ça ne va pas vraiment vous montrer les choses. Ce d'autant, dans l'hypnose, il y a vraiment un processus relationnel. Il y a tout d'abord un cadre. On va travailler avec un praticien, avec un thérapeute. Et de cette séance-là, alors après, oui, vous pouvez apprendre et vous pouvez le réutiliser en toute autonomie. Parce que ce qu'on souhaite en hypnose, c'est l'indépendance du patient. Merci beaucoup, Nadine, pour votre témoignage. Merci beaucoup, docteur Adrien Chaboch. Vous restez avec nous, Nadine. On va continuer à parler des médecines douces. On a parlé de l'hypnose, mais on ne parlera pas que de ça. Si vous voulez retrouver nos solutions bien-être, elles sont sur nos réseaux sociaux. Et on continue avec vous, Arnaud. Ce matin, vous nous emmenez prendre l'air de la montagne à la découverte d'une pratique de yoga qui est très différente des autres. Et ça va vous faire du bien. Ouais, et avec l'équipe, on a vraiment testé une méthode de relaxation qui est carrément hors norme. Je suis sûr qu'à la fin du sujet, Agathe, vous allez me demander une place, parce que c'est un cours de yoga que vous adorez, mais là, c'est dans la neige, dans le froid complet. C'est magnifique, c'est encerclé des montagnes, vous êtes vraiment au milieu des éléments. Ça vient du Tibet, ça s'appelle Yoga Tummo. Et en fait, ça permet, c'est très sérieux, de transformer le froid en source vraiment de chaleur intérieure. Regardez. Direction les Vosges, près de Saint-Dié, où j'ai envoyé Jules en pleine montagne. Bon, lui vient de Perpignan, autant vous dire que le choc thermique a été brutal. Mais qu'est-ce qu'on se pèle ici, là? Oh là là! Merci Arnaud. Mais de rien, mon cher Jules. Allez, on a rendez-vous avec Vanessa, accompagnatrice en montagne depuis 13 ans. Et bonjour! Bonjour! Bonjour Vanessa! Bonjour! Merci de nous accueillir. Aujourd'hui, elle accompagne 6 participants âgés entre 35 et 50 ans, tous débutants pour leur toute première expérience de Yoga Tummo. On est où aujourd'hui? Alors ici, on est au col de la Schlourte et on va faire du Yoga Tummo aujourd'hui. Donc on va faire une petite méditation, le corps exposé au froid pendant à peu près un quart d'heure. Méditer dans le froid, ça se prépare. Première étape, une randonnée pour mettre le corps en mouvement. Il y en a pour combien de temps là? À peu près une demi-heure. Une demi-heure? Oh, c'est quand qu'on arrive là? Je vais jamais y arriver moi. Et évidemment,
Ils m'attendent pas, hein. Ah, on n'est pas bien là, hein? Bon, nous voilà arrivés à l'endroit fatidique. On va avoir un petit vestiaire un petit peu abrité sous les arbres. Allez, tout le monde au vestiaire, car pour pratiquer le yoga Tumo, il suffit d'une serviette pour s'asseoir et d'une tenue très légère. Bon, Mickaël, vous sentez comment là? Bah, pas trop mal finalement, j'ai pas froid. Vous êtes pas trop stressé, ça va? Non, ça va le faire, hein. Pour un quart d'heure, ça devrait y aller. Bon courage tout le monde, hein. C'est parti pour une méditation à 0 degré avec un ressenti proche de -5. Vous êtes tous prêts? Eh bien, c'est parti pour nos 15 minutes. Lâchez prise. Vanessa, pourquoi le froid nous fait du bien finalement? On vient passer un petit moment un petit peu inconfortable, mais pour derrière aller créer du confort. Et en fait, on vient mettre un petit coup de stress au corps et à l'organisme. Et derrière ça, l'organisme, il va avoir une réponse. Il va s'adapter, il va se renforcer. Comment vous êtes arrivé, vous, à proposer ce type de prestation? J'étais quelqu'un de très frileuse et j'ai découvert Wim Hof, ce monsieur qui a commencé comme ça, des petites méditations, puis il est allé toujours plus loin. En entraînant son corps petit à petit comme ça, on se renforce. Moi, je le pratique souvent et on se sent vraiment en forme, on sent notre corps vivant. Et moi, je peux vous dire, là, j'ai pas été malade une seule fois de l'hiver. L'idée, c'est vraiment de venir se concentrer très fort pour ne pas sentir le vent, la neige, les éléments. Et petit à petit, on peut repousser la limite. Si tous les jours on faisait ça, je pourrais monter à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est très bon pour venir se renforcer au niveau de l'immunité. Chacun fait à son rythme et comme il peut. Il faut faire attention quand même parce que si on va trop longtemps, trop fort, trop vite, on pourrait tomber dans de l'hypothermie. Il faut que ce soit encadré, il faut être formé. 15 minutes plus tard, fin de la méditation glacée. Bravo, vraiment. Bravo. Allez, vous pouvez réchauffer les mains un petit peu, remettez-vous en mouvement. Comment c'était? Éprouvant. On se ressent revigoré. En fait, on ressent après derrière la chaleur et on se sent bien en fait. Je pensais supporter un peu mieux que ça le froid. J'ai pas pu maîtriser des tremblements. C'était une belle expérience, très belle expérience. Comment vous expliquez que ça fait du bien? Je pense qu'on a l'habitude d'être tout le temps au chaud en fait, et on n'a plus l'habitude d'être au froid justement. Et c'est des habitudes qu'il faut pas perdre en fait, parce que plus on est dans le froid et moins on est malade en fait au final. Bon, vous réessayerez ou pas? Oui. À refaire, oui. Je referai, oui. Ouais. On souffle. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de donner du bonheur aux gens dans la nature. On est dans des vies où on est déconnecté de soi, et là, on se reconnecte à soi et à la nature. Je sais pas si j'ai la foi. Je sais pas si j'ai la foi. Ça me fait envie, mais en même temps, bon. Ouais, c'est dur. La veille du départ, par exemple, on se dit, je vais quand même dans le froid, quoi. Le truc, c'est je pense qu'il faut pas le voir comme une épreuve vraiment du froid. Ah, c'est parce que sûr. C'est le meilleur moyen de se décourager. Il faut le voir comme une écoute profonde du corps et surtout une attention à la nature. Parce qu'on le voit, ils sont quand même en communion avec ces éléments. Et je pense que comme ça, le froid, ça cesse vraiment d'être perçu comme une agression. Et on le voit, hein, il y a eu des réactions très différentes et on en discutait pendant le sujet. Vous le disiez, il faut habituer son corps et puis sortir par moments de son confort moderne et justement de cette zone de confort-là. C'est le meilleur moyen d'être en t-shirt en hiver. Absolument, c'est une habitude. Et puis, il y a des techniques. Il y a des techniques de respiration. Et il faut faire attention, évidemment. Si vous avez des problèmes cardiaques, avant, vous allez voir votre docteur pour savoir si c'est possible ou pas. Voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Merci, docteur. Merci, Arnaud. Alors, s'il y en a un qui aurait besoin de prendre l'air, c'est bien Stan Gusman. Croyez-moi, pas bonne mine. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais À pas. propos de médecine douce, j'aimerais faire découvrir une discipline qui a changé ma vie personnellement à Sarah. C'est possible? Ah bah bien sûr. Sarah, je t'en prie, installe-toi ici. On va faire une petite séance de réflexologie plantaire. Oui, tu vas prendre ton pied. Alors, amis fétichistes, calmez-vous. Tout ceci est thérapeutique. J'ai suivi une formation. Alors, c'est parti. Allonge-toi, donne-moi tes pieds et détends-toi. Oh là là. Alors, voyons comment déjà, ils sont, ces pieds. pardon, est-ce qu'on peut faire un petit mot sur les bas absolument magnifiques et Oui. les petits petons de Sarah qui Ils sont magnifiques. sublimes. Ils sont très moites, mais très très beaux. Arrête, j'ai un problème de sudation. Je sais, c'est des pieds jacuzzi. Alors, voyons voir comment ils vont, ces pieds. On va comme ça les toucher. Ouais, ils sont tristounes, tout contractés. Je sens des nœuds dans la voûte plantaire, là. Toi, t'es tendu. Très. Parce que t'as pas réussi à prendre la place d'Agathe encore, c'est pour ça. Non, je Ça veux pas. travaille. Et c'est normal que je le ressente dans tes pieds, car le stress
c'est dans la tête, mais il faut savoir aussi que ça descend jusqu'au pied. Ça s'imprime ici, dans les petits nœuds. La raison, le pied, en fait, c'est l'une des zones les plus connectées au cerveau, avec 7000 terminaisons nerveuses. Et selon la réflexologie plantaire, on estime que chaque zone du pied correspond à un organe clé de ton corps. Avec des points d'acupression, comme ceci, je peux les stimuler pour te détendre. Par exemple, si j'appuie sur les coussinets, la base des coussinets, là, je travaille ton diaphragme, en fait. C'est idéal pour réguler ta respiration, j'espère ta transpiration, et, et ça calme le stress. Maintenant, si j'appuie sur tes orteils, comme ceci, eh ben, je relance l'épiphyse, la glande qui sécrète la mélatonine, c'est l'hormone du dodo. En gros, 10 minutes de mouvement comme ça, et tu roupilles sec en plateau. Si je masse maintenant l'intérieur du pied, là, ce que je fais, je soulage la colonne vertébrale. Ce qui est bien avec autant de sudation, c'est que ça glisse. Bref. Bah, moi, peut-être que je suis des pieds, mais j'ai une bonne haleine. Ah, ok. Ok, très bien. Arrête. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Plus de tension dans le corps et ça disparaît si je te masse ici. Ça relance ta colonne vertébrale, ça la détend. Enfin là, je sens que ça va te plaire parce que si j'appuie sur le talon, là, j'active la zone clé anti-sébum qui évite d'avoir les cheveux gras. Ça marche. Je savais pas si ça marche. Non, cette zone-là n'existe pas, mais pour tout le reste, en fait, pour le côté anti-stress, arrête de caresser les points précédents ont fait leur preuve. Ils permettent de maintenir ton équilibre interne pour rester zen. Je suis sûr que ça va mieux et que t'en veux moins, Agathe, d'être à l'animation. J'en veux moins tout court. J'en veux moins, voilà. alors, si tu alors pouvais arrêter. Mais alors, qu'en dit la science exactement? Eh bien, si la médecine n'a pas encore reconnu la réflexologie plantaire en complément d'un parcours de soins classique, pourquoi ne pas vous laisser tenter? Au pire, vous risquez juste un bon massage des pieds et quelques chatouilles. Merci à toi. Voilà, Sarah, ça ira mieux. Elle en a ras le bol. Bon, ça te fera quand même 250 € la séance, oui, n'oublie pas. Hein. Je compte sur toi. Je t'envoie mon rib. Quel charlatan! Quel charlatan! Mais il est odieux! Sarah, je vous vengerai. Hein. Merci, Agathe. Je vous vengerai. Oh, je ne sais pas si on doit remercier Stan. Bon, on le retrouve quand même demain. Sarah, vous aviez justement, vu que vous êtes très détendue, une question pour le docteur Chaboch. Mais oui, docteur Chaboch, en fait, moi, quand je médite, j'arrive pas à me concentrer. Je pense à plein de choses, ma liste de courses, ce qu'il y a à faire le lendemain, après, avec mes enfants. Pourquoi nos pensées, comme ça, elles vont dans tous les sens quand on essaye de méditer et de se concentrer? Oui, je comprends, et c'est souvent une grande difficulté qu'on va retrouver. Il faut savoir que notre mode de vie, notre société actuelle, fait tout pour justement nous saturer, charger notre bande passante mentale et être pris de plein de pensées. Le but de l'opération, ça serait plutôt de vous laisser aller, à laisser passer ces pensées. On va entrer dans un mode neurologique naturel que les neuroscientifiques appellent le mode par défaut. Il y a plein de pensées qui passent, qui se dépensent, on va dire, et on va en arrêter aucune. Et puis aussi, la méditation, c'est pas toujours pour tout le monde. Si c'est pas votre technique, il faut aller chercher d'autres techniques. Aucune n'est miraculeuse. La meilleure, c'est celle qui s'adaptera à vous. Mais c'est tellement important ce que vous dites, docteur, parce qu'il y a presque aujourd'hui une injonction à méditer, je trouve. Sur les réseaux, on parle que de ça. Moi, personnellement, je sens, j'ai essayé, parce qu'on m'a dit ça s'apprend. Ça... Ce n'est pas pour moi. Vraiment, c'est quelque chose qui m'irrite, qui m'agace. Je suis comme Sarah. Donc, c'est important aussi de dire que c'est à vous peut-être de faire votre chemin pour savoir quelle sera la méthode qui vous ira à vous. Est-ce que, docteur, on n'est pas en train, ou en tout cas la médecine moderne n'est pas en train de redécouvrir, parce que finalement, les traditions savaient déjà que le corps et l'esprit sont indissociables. Absolument, on est un tout indissociable. C'est pas j'ai un corps, c'est je suis un corps. On est une entité qui est des organes qui sont connectés, interconnectés entièrement les uns aux autres. Il y a aussi évidemment tout ce qui est de la psyché, des émotions, de notre vie émotionnelle, de notre imaginaire. Spirituel même aussi. Spirituel. Tout compte en fait. Parce qu'on vit aussi dans un environnement, dans un écosystème qui est spécifique. On ne vit pas de la même manière ici que de l'autre côté de la planète. Et c'est ce qu'on appelle, ce que le psychiatre Engels a appelé dans les années 70 le modèle bio-psycho-social. C'est cette entièreté qu'il faut considérer, respecter pour soigner de façon plus efficace et plus précise toute personne. Et vous, c'est la raison pour laquelle vous êtes formé à l'hypnose? C'est parce que vous vouliez justement intégrer les émotions dans votre diagnostic? Oui, ça a été tout un périple pour comprendre comment le corps et l'esprit fonctionnent. En fait, moi, j'avais vécu des traumatismes que je ne comprenais pas. J'étais dissocié. L'hypnose m'a permis de me réassocier. Et de là, en tirant ce fil scientifique, je me suis rendu compte de l'intérêt de ces pratiques non médicamenteuses pour énormément de maux et de souffrances qu'on a, et toujours en complémentarité de la médecine conventionnelle. Voilà, et pas pour tout le monde, puisque j'imagine que vous ne pratiquez pas l'hypnose avec
tous vos patients. C'est une des méthodes. C'est une des méthodes, c'est un outil dans un panel d'outillage et il faut que l'outil soit adapté à la personne. Et ça, c'est la qualité du praticien qui doit se faire remarquer, c'est de détecter, de choisir, d'être à l'écoute du patient dans un cadre préservant une belle alliance thérapeutique pour bien le guider. Docteur, vous restez avec nous, bien entendu. C'est le moment d'aller voir ailleurs. Avec vous, Sarah Cadot. Oh là là, elle est déjà en train de partir, mon Dieu. Oui, Agathe, ce matin, je vous emmène loin, très loin, mais pas pour bronzer. Je vous emmène vous faire soigner. Et je préfère vous prévenir, dans certains pays, quand tu dis j'ai un petit rhume, on ne te donne pas une tisane et un plaid, non, on te gratte, on te pique, on te colle des bêtes dessus. Alors, première destination, si je vous dis archipel, rizière sublime, plage de rêve et plus de scooters que d'habitants. Agathe, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas loin. L'Indonésie, ouais. Et là-bas, quand vous êtes malade, on pratique le Kérokan. Alors, le principe est simple. On vous frotte le dos avec une pièce de monnaie. Oui, une pièce. Chez nous, elle sert à payer le café, mais là-bas, elle sert à décaper. Mais pas un petit massage détente, ambiance spa, non. On gratte, on insiste jusqu'à faire apparaître de grandes marques rouges. Et plus c'est rouge, plus le mauvais vent est censé sortir du corps. L'idée, en fait, c'est que le froid ou un déséquilibre énergétique est entré dans le corps, donc on stimule la circulation, on chauffe la zone et le mal est censé sortir par la peau. Les traces rouges, là-bas, elles ne sont pas vues comme des bleus, mais comme la preuve que ça fonctionne, Agathe. Alors moi, perso, si on me gratte comme ça, le seul vent qui sort, c'est un cri. Oui, moi aussi. Donc, ou alors, on peut frapper aussi. On peut frapper. Pour se défendre. Mais on va poser la pièce quand même. Oui. Ça donne pas trop envie. Et si vous trouvez que vous faire gratter le dos, c'est intense, attendez de voir la suite, parce que là, on monte d'un cran. Deuxième destination. Si je vous dis, pays où tu as l'air d'en avoir 25 alors que tu en as 50, où la K-pop remplit des stades et où même les hommes ont une routine beauté plus sérieuse que la tienne, on va où? Agathe. Luxembourg. Bah ouais, mais c'est limitrophe, la Corée du Sud. Voilà. Ouais, et là-bas, on pratique l'acupuncture au venin d'abeille. Donc déjà, l'acupuncture, ça pique, mais là-bas, ils ont décidé d'ajouter une abeille. Cette pratique s'appelle l'apithérapie. Arnaud. On injecte une petite dose de venin sur des points précis du corps pour stimuler l'immunité et calmer les douleurs. Le venin, en fait, il contient une substance appelée mélitine aux effets anti-inflammatoires puissants. Alors chez nous, quand une abeille arrive, on court en criant et là-bas, on prend rendez-vous. C'est le seul pays où dire « je me suis fait piquer », c'est une bonne nouvelle. Ça vous donne envie? Oui? Non, bon. C'est là qu'on découvre qu'on est allergique en plus. C'est bien. Ça, mon Dieu, quelle horreur. On va laisser les abeilles tranquilles alors et on part direction l'Europe de l'Est. Si je vous dis pays où l'hiver dure plus longtemps que certaines relations et où même tes pensées portent une chape calasse, c'est facile, Agathe, vous pouvez pas me la mettre à côté. Dijon? Bah oui, bravo, la Russie. La Russie. Et là-bas, on pratique la thérapie par les sangsues, appelée irudothérapie. En fait, on utilise des sangsues médicales élevées en laboratoire. Elles sont posées sur des points précis du corps. Elles s'attachent et aspirent une petite quantité de sang pendant 20 à 40 minutes. Comme les anecdotes d'Arnaud, ça commence doucement et ça finit par prendre du temps. Puis, les sangsues, elles tombent toutes seules. La salive, en fait, elle contient un anticoagulant naturel. En médecine moderne, on les utilise même en chirurgie reconstructrice pour éviter les caillots après une greffe. C'est vu comme un moyen de désengorger le corps. Alors moi, évidemment, en plateau, je ne peux pas vous coller de sangsues. Je ne peux pas non plus faire venir des abeilles, mais j'ai ramené une petite pièce. Voilà, si vous voulez, je peux vous gratter le dos avec, voilà. Bah, surtout déshabiller le public. C'est pour la science. Non, mais écoutez, c'est pour la science. Non mais Sarah. Mais écoutez, si ça fonctionne, on essaye, voilà. Docteur. Voilà, elle met tous les gens nus dans le public. Docteur, ça vous interpelle? Ça vous validez ces séances ou pas? Alors c'est compliqué en fait, il faut être subtil et complexe, il ne faut pas faire de raccourcis. Ce qui a très bien été dit par Sarah, c'est que ça prend place dans un écosystème de pensée, dans une culture, dans des règles qui sont spécifiques. Alors pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens, effectivement, et ça ne va pas avoir le même impact. Maintenant, médicalement, est-ce qu'il se passe quelque chose? Il peut se passer quelque chose avec la friction, on peut faire peut-être stimuler la peau, et le reste, ça va être de l'ordre du contexte de pensée. Oui, c'est ça. Donc, c'est une culture, quoi. Et nous, notre culture médicale, elle est extrêmement rationnelle en France. Est-ce que c'est ça qui explique qu'on soit plus méfiant que d'autres pays vis-à-vis de ces médecines complémentaires? Oui, c'est un ensemble de faisceaux philosophiques, anthropologiques, scientifiques. C'est-à-dire qu'on est de grands héritiers de Descartes et de la pensée cartésienne. Et puis, depuis 60 ans, on est dans une ère de la pharmacologie, de la technique médicale. Alors, ça sauve des millions, voire peut-être des milliards de vies depuis qu'on a fait tant de progrès qui sont absolument incontestables.
Mais les usagers le disent, on a besoin de réhumaniser, de retrouver un humain ensemble, de retrouver une relation, de retrouver de l'écoute, du temps de consultation. Et c'est pour ça qu'on est à nouveau dans un moment de développement et d'accès à ces pratiques non médicamenteuses. Merci beaucoup, docteur. On va s'intéresser maintenant à l'acupuncture. Alors, il faut savoir que d'après l'Organisation mondiale de la santé, 183 pays à travers le monde pratiquent l'acupuncture. C'est quand même énorme. C'est une discipline millénaire qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise et elle séduit de plus en plus de Français qui n'ont pas peur des aiguilles, en tout cas ceux d'entre nous qui n'en ont pas peur. Et pour en parler, on reçoit une experte en la matière. C'est le docteur Eliane Tang qui est avec nous. Bonjour. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Vous accompagnez notamment des personnes atteintes de maladies graves avec l'acupuncture et puis vous aidez aussi vos patients à soulager leurs douleurs physiques et émotionnelles aussi grâce à votre pratique. Pourquoi de plus en plus de Français consultent un acupuncteur même quand ils ne sont pas malades au fond? Alors c'est une médecine qui est formidable. L'acupuncture fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Et les Chinois ont pour habitude de dire que quand on va consulter le médecin lorsqu'on est malade, c'est comme creuser un puits quand on a soif, c'est trop tard. Parce que les symptômes en médecine chinoise, c'est le résultat d'une accumulation de déséquilibres internes qui fait que quand on laisse évoluer ça pendant des mois, voire des années, sur un terrain qui est en plus fragile, on a l'apparition de maladies. Et donc, l'acupuncture, qui fait partie, qui est un pilier de la médecine traditionnelle chinoise avec la diététique, les pratiques corporelles comme le qigong, le massage tuna et la pharmacopée chinoise, permet justement de conserver une bonne santé, de prévenir l'apparition des maladies. C'est quoi les massages tuna ? Le massage tuna, c'est un massage qui permet de débloquer tous les méridiens du corps. Donc, en fait, dans le corps, on a 12 méridiens. Pour faire une image assez globale, c'est comme une carte de métro. Donc là, pour le coup, on a 12 méridiens principaux, donc 12 lignes de métro. Et chaque méridien est associé à un organe ou un entrail creux. Par exemple, le cœur, qui a un organe plein, qui est associé à l'intestin grêle, qui est une entraille. Et en fait, on va avoir des couples d'organes entrailles. Et chaque organe va avoir une fonction particulière. Et sur chaque méridien, on va avoir des points d'acupuncture. Donc, on en a 365 dans le corps, plus quelques-uns qui sont spéciaux. Et chaque point va avoir des actions globales, par exemple anti-inflammatoires, anti-stress, anti-douleur, mais également des actions plus spécifiques. Par exemple, régulation du transit, traitement de l'insomnie, régulation de plein de problèmes divers et variés. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, docteur Eliane Tang. Vous restez avec nous. Il y en a un qui n'a pas peur des aiguilles. C'est Arnaud, dis donc. Ça tombe bien, c'est la happy-thérapie. Alors pour le coup, j'en ai vraiment jamais fait. Vous n'avez jamais fait d'acupuncture ? Jamais. Donc là, je suis trop content, vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous pouvez me faire une séance sur le plateau ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez m'activer ces points, ces lignes de métro, ces stations de métro ? Oui, voilà, exactement. On va travailler sur le sommeil, principalement le stress, parce que comme vous apparaissez tous les jours sur le plateau, j'imagine que vous êtes un peu stressé. J'ai des gens qui me stressent aussi vachement autour de moi. Il est au bord de déposer une main courante, Eliane. Ah bon, j'arrive à pic. Pour harcèlement. Le mot est lâché. Donc, on va traiter plusieurs points sur le visage. Ok. Donc, tout d'abord, on va traiter un point qui est très important donc pour les ruminations, puisque vos collègues vous stressent, on va empêcher ça. Donc, le point, il est juste au niveau du crâne, juste à la lisière entre les cheveux et la peau. Eliane, pourquoi il y a des points qui font plus mal que d'autres ? Alors, il y a des points qui se trouvent sur les extrémités, par exemple les doigts et les orteils. Ce sont Mais c'est pas parce qu'on a une fragilité que ça fait plus mal. En fait, ça correspond à la localisation. C'est là où la peau est la plus fine. D'accord, oui, c'est juste ça. Il y a plus de terminaisons nerveuses, tout simplement. Oui, c'est pas tout à coup ça m'a fait mal. Ça veut dire que c'est le point des intestins. J'ai un problème à l'intestin. Alors peut-être qu'il y a des points qui sont plus douloureux que d'autres parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là. C'est ça, d'accord. Ça, on l'a déjà. Ça se voit en pratique quotidienne. Mais s'il n'y a pas de douleur, pas de réaction, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est juste que chacun réagit différemment. Là, il y a un petit picotement. C'est normal, ça va s'atténuer dans quelques secondes. C'est rien, calmez-vous. Donc maintenant, on va faire le point pour les insomnies qui se trouvent au niveau de la tempe.
Très bien que vous mettiez un peu de Botox dedans, parce que comme je pense qu'il a un peu de pas de doigt. Ce sont les mêmes points qu'on utilise pour favoriser la production de collagène au niveau de la face. Voilà, parce que l'acupuncture est aussi utilisée dans le cadre de la médecine esthétique. Donc pour favoriser la circulation au niveau de la face, la production de collagène. C'est très doux, hein, avec votre voix, là, je me laisse partir. Alors, un des points très connus, donc il se trouve juste là, ce qu'on appelle plus communément le troisième œil. Hop, hop. Ah oui. Voilà. C'est un petit peu plus sensible sur certains endroits. Comme si vous mettiez un pic. Hein. Non, mais ça fait pas mal du tout, c'est l'idée. Non, vraiment. Et le troisième œil, qu'est-ce que vous faites avec? Alors ça, c'est un point pour les insomnies. Donc voilà, si vous avez des ruminations, du mal à dormir, ça, c'est un point qu'on fait très régulièrement. Et est-ce qu'il faut le garder longtemps? Parce que là, si je vais à un dîner, par exemple, est-ce que je dois le garder? Non, vous serez à temps pour le dîner parce qu'on laisse les aiguilles en général entre 15 et 20 minutes. Ça suffit. Et là, on va faire un point pour débloquer le nez parce que mon petit doigt me dit que vous êtes un peu enrhumé en ce moment. Dès que je viens à Paris. Ah, d'accord. Ça le fait tout de suite. Ça va vous faire le plus grand bien. Hop. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il est bien passé, celui-là. Ah, celui-là, il est terrible. Ah oui. Hop, voilà, ça c'était cadeau. Celui-là, il est bien, ouais. Calmez-vous dans le public, ça fait pas mal. J'ai passé de l'autre côté. Moi, Eliane, moi, je sais qu'il y a un point sur le crâne, qui est le point des 100 maladies. Et je ne sais pas si vous avez le temps. C'est la cerise sur le gâteau, justement, j'allais le faire. Vous lisez dans mes pensées. Vous pourrez me le faire, Eliane, aussi. Attends. Il y en a pour tout le monde. Et apparemment, il est bon pour la repousse des cheveux aussi. Vous Exactement. Oui. Vous êtes... Je l'ai commandé, celui-là. Attention, pas dans le crâne. Trop tard. Voilà. Ok, là, je suis paré pour... Monsieur est paré pour dormir, pour avoir une jolie peau, pour avoir le nez débouché, et voilà. Oh là là, le nez débouché, anti-pollution, etc. C'est séduisant, non, en plus. Eliane a compris qu'il faudrait me faire le petit point. Oh là là, je vous adore. Voilà. Alors, pour tout vous dire, comme je l'ai déjà fait, normalement, il est tatoué. C'est vrai, en plus. Alors, est-ce que je vais le trouver? C'est pas grave, sinon vous le mettez là où vous le sentez. Hein. Par contre, on rappelle, parce qu'on a vu, il y a des charlatans quand même. On voit Sarah avec sa pièce tout à l'heure, j'irai pas vous voir. Il faut quand même être formé. C'est une vraie médecine. Exactement. Je suis contente. Et oui, Adrien, pendant qu'on se parle, les 100 maladies potentielles que je pourrais attraper là d'un coup. On est mignons comme ça, oui, oui. Ah oui, vous êtes Bon, on va les garder. Vous allez m'accompagner parce qu'il y a aussi, pour les gens qui n'ont pas d'aiguille dans le visage comme moi, des possibilités de le faire à la maison, d'activer ses propres méridiens avec de l'acupression. Exactement. Alors, vous venez à côté de moi. Est-ce que vous pouvez montrer au public qui est là et aux gens qui sont devant leur télévision comment justement activer des points essentiels? Alors, l'acupression, c'est la stimulation des points grâce aux doigts. Donc, on va commencer par un point qui est utile pour l'anxiété et les nausées, vomissements. Donc, voilà, vous prenez votre main comme ça, vous repérez le pli du poignet, et puis vous prenez 3 travers de doigts, comme ceci. Et vous le mettez juste en dessous du pli du poignet. Et là, ça va pouvoir localiser le point qui est juste là, entre les 2 tendons. Donc, il est très facile à trouver. Et ensuite, on va venir masser avec le pouce. Ok. Combien de temps on le fait, ça? 1 minute de chaque côté. Donc, toujours symétrique. Chaque poignet. Voilà. Et on masse, on doit appuyer fort ou pas? On doit masser quand même vigoureusement. D'accord. Parce qu'il faut que la stimulation soit suffisante. Donc, il faut y aller. On peut faire des pression circulaire ou alors comme ça, juste par pression itérative. Et on le fait de chaque côté. Voilà, hop. Après, est-ce qu'il y en a un autre qu'on peut faire sur le visage, par exemple? Sur le visage, on peut faire celui-là. Vous n'avez pas besoin de le faire, parce que vous avez les aiguilles. Encore plus. Vous avez le privilège de garder les aiguilles. Mais pour les autres, voilà, c'est juste là, il y a un creux au niveau des tempes. Donc celui-là, il est assez intuitif. Il y a beaucoup de patients le font sans même savoir que c'est un point d'acupuncture. Donc voilà, pareil. Ça vous fait du bien? L'index, et puis on masse directement, vigoureusement. Eliane, en préparant l'émission, vous nous avez dit qu'il y avait aussi des points qui aidaient à soulager les douleurs chez les femmes. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Enfin, ça peut être les douleurs menstruelles, mais aussi quand on est atteint d'endométriose, enfin atteinte au moment de la ménopause. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? C'est pour une amie qui... Oui, l'acupuncture, c'est super pour la santé des femmes parce que ça permet de soulager énormément de symptômes, que ce soit l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, pour les problèmes de fertilité, comme l'a dit Nadine tout à l'heure, et aussi les problèmes de ménopause, c'est-à-dire les bouffées de chaleur. Donc, les bouffées de chaleur, c'est le symptôme le plus fréquent chez les femmes ménopausées. Et on a un point qui est très efficace, donc qui se trouve au niveau du poignet.
Pas loin de celui où on était tout à l'heure. Voilà, en fait, on met un doigt au niveau du pli du poignet et c'est juste ici. Et donc là, on masse pareil avec le pouce. Bien sûr, c'est plus efficace avec l'aiguille, mais si on le masse tous les jours, au moins 1 minute de chaque côté, ça peut perpétuer les effets après une séance d'acupuncture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliane Tang. Merci Adrien Caboche. Merci Sarah d'avoir traité vos jolis petons et de nous avoir fait voyager aussi bel et bien ensemble. C'est fini, on se retrouve demain à 9h55. Regardez, j'ai toujours mon petit point là, je suis trop contente. Bonne journée sur France 2. N'oubliez pas de vous masser ici, là, pour le stress.